Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. De Gustave Thibon, qui a traversé le XXe siècle, il est né en 1903, il est mort en 2001, bien des lecteurs ou des amateurs de philosophie ou de littérature retiennent quelques lieux communs, quelques idées reçues. On songe spontanément à l'autodidacte qui, à l'âge de 23 ans, se met à apprendre de lui-même l'anglais, l'allemand, le grec, le latin, à dévorer les grandes œuvres de la philosophie et de la littérature. On songe aux philosophes catholiques, entre guillemets paysans, enracinés dans son Vivarais natal. On songe, dans le meilleur des cas, également à l'amie de la philosophe et métaphysicienne Simone Weil. Bien sûr, ces lieux communs, ces idées reçues ne sont pas faux, tant s'en faut, mais l'œuvre de Gustave Thibon excède très largement ces idées reçues et constitue une approche particulièrement limpide, particulièrement lumineuse du monde, à la fois dans ses aspects, disons, terrestres, le réel dans ce qu'il peut avoir de plus sensible, c'est l'homme du retour au réel, c'est l'homme des diagnostics, mais aussi dans son aspect le plus céleste et le plus spirituel. C'est donc cette œuvre, cette pensée, cet homme que l'on va essayer de présenter aujourd'hui dans, sinon toutes, du moins la plupart de ces dimensions, avec vous, Hervé Pasqua. Hervé Pasqua, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie médiévale à l'Université de Côte d'Azur, dans le cadre du Centre de recherche en histoire des idées. Vous êtes également spécialiste de Nicolas de Cuse, que vous avez traduit et sur lequel vous avez écrit. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi eux je citerai simplement votre Blaise Pascal, penseur de la grâce, aux éditions Téqui, mais aussi Qu'est-ce que le christianisme, aux éditions du Cerf. Et je signale, c'est important, que vous allez publier dans quelques jours, normalement le livre sera en librairie le 16 octobre, un ouvrage intitulé Thomas d'Aquin et la destruction de la métaphysique. C'est aux éditions Parole et Silence. Et puis, vous avez publié en 1985, et vous n'êtes pas nombreux à vous être intéressés à la pensée de Gustave Thibon, un essai donc consacré à Gustave Thibon, Bas-fond et profondeur, essai sur la philosophie de Gustave Thibon. C'est aux éditions Klingsik, je le montre à la caméra. Ne cherchez pas cet ouvrage-là qui est épuisé, hélas, depuis longtemps, mais dont on peut raisonnablement espérer qu'il sera réédité. Et le plus tôt possible sera le mieux. Avec vous également, Philippe Maxence. Philippe Maxence, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau. Vous collaborez régulièrement également au Figaro Magazine à Valeurs Actuelles, entre autres. Vous êtes également essayiste, grand spécialiste de Chesterton. Il y a un grand mot, essayiste. Si. Et biographe de Baden-Powell et de Maximilien Kolb en particulier. Mais vous avez écrit à propos de Chesterton un très beau livre, Pour le réenchantement du monde, une introduction à Chesterton. C'est aux éditions Ad Solem. Et puis d'autres ouvrages également. Un Chesterton face à l'islam aux éditions Via Romana. Et d'autres ouvrages également. Et puis enfin, avec nous, Augustin Tourniol-Duclos. Vous êtes ancien élève de l'ESSEC. Vous avez participé, et vous continuez de participer, aux activités du café Atelier Le Dorothy, en hommage à Dorothy Day, dont peut-être nous serons amenés à dire quelques mots, dans le 20e arrondissement de Paris, où de jeunes chrétiens, en particulier intéressés par l'aspect social et politique au sens très large du christianisme, en tout cas l'aspect actif, organisent un certain nombre de manifestations, et dans ce cadre-là, vous êtes intervenu sur Gustave Thibon, philosophe, écrivain que vous connaissez très bien, qui vous nourrit de manière tout à fait intense. C'est plaisir. Donc, Hervé Pasqua, je vais évoquer donc votre essai publié en 1985. Vous commencez votre essai, ou quasiment, en définissant Gustave Thibon, ce qui me paraît très, très juste, très pertinent, comme un Socrate chrétien. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui avez très bien connu Gustave Thibon, de surcroît, donc l'homme qu'il était, qu'avait-il, indépendamment donc peut-être de sa pensée, mais qu'avait-il de socratique? Chrétien, on va y venir, on va dire. Quel était l'homme Gustave Thibon?
Ah, bien certainement, ce Socrate chrétien, comme on l'appelait dans cet ouvrage, c'est l'homme du dialogue. C'est une pensée ouverte. C'est une intelligence en éveil, ouverte et s'éveillant à elle-même et se révélant à elle-même au contact des autres et au contact du réel. C'est une pensée réaliste. Oui. Et le personnage lui-même, tel que je le vois et tel que je l'ai rencontré pour la première fois et puis tant de fois après, se présenter comme ce grand vigneron fort, avec des mains qui ont travaillé la terre, mais aussi avec des doigts de poète qui savaient relier la terre au ciel. Et tout ça apparaissait dans son personnage. C'est un personnage qui était grand, non corpulent, et puis qui apparaissait quand il apparaissait pas avec son béret, c'est son front qui se levait un peu comme un lever de soleil au sommet de ce corps là-bas qu'il traînait avec lui, pour ainsi dire. Cette ouverture intellectuelle de Gustave Thibon, donc ce sens du dialogue, c'est quelque chose qui est structurant chez lui, c'est quelque chose qu'il a manifesté également, y compris, pourquoi pas, auprès des jeunes gens qui venaient le trouver, qui venaient lui parler. Il recevait beaucoup de jeunes. Tout le monde avait accès à lui, chez lui, à Saint-Marcel-l'Ardèche. Et quand ce n'était pas chez lui, j'ai eu, moi, l'occasion de le rencontrer souvent chez particulièrement un ami belge avec qui nous avons tous les deux travaillé à la publication de ces articles dans une revue de cet industriel qui s'appelait Henri de Lovin-Fosse et qui publiait ces articles qui paraissaient par la suite dans le journal La Libre Belgique, qui permettait d'accéder aux lecteurs belges et de dialoguer avec ces lecteurs grâce au courrier des lecteurs, puisque en effet il répondait volontiers à toutes les questions qu'on lui posait et ses réponses étaient toujours lumineuses et encourageantes. C'était un homme au contact de qui on éprouvait une sorte d'apaisement, de joie d'être avec lui. On n'était pas devant un mandarin, qu'il fallait approcher avec précaution. Ce versant lumineux de la personnalité de Gustave Thibon, vous l'avez éprouvé également, Philippe Maxence, puisque vous-même avez rencontré Gustave Thibon. Alors j'ai beaucoup moins connu Gustave Thibon que le professeur Pasqua, mais il se trouve que, j'allais dire jeune adolescent ou en fin d'adolescence, j'ai eu la joie de le rencontrer vraiment une fois, où on avait organisé une conférence où il était venu dans la ville dans laquelle j'habitais, et je me suis retrouvé donc au dîner avant la conférence tout près de lui. Je me suis retrouvé ensuite sur la tribune où je me sentais, pour tout vous dire, bien perdu à côté de cet homme qui parlait d'abondance. Ce qui m'a particulièrement marqué chez lui, c'est sa voix en fait. Oui. Sa voix, cette voix extrêmement vivante, chaleureuse et rocailleuse en quelque sorte. Avec son accent. Voilà, on entendait aussi, c'est important pour lui, c'est pour ça que je le précise, l'arrière-plan de la Languedoc, et du provençal, et du pour vous évidemment est important, très important, et du haut provençal, bien entendu, c'est important. Il est resté cet homme-là. C'était certainement d'autant plus marquant pour nous qui l'écoutions, c'est que nous étions en Normandie, donc ça nous frappait encore davantage. Et le côté lumineux que je garde de Thibon, que j'ai beaucoup lu ensuite, ensuite je m'en suis un peu éloigné, mais ce que je garde du côté lumineux de Thibon, c'est sa capacité à citer énormément d'écrivains. Et ça sortait d'abondance, ça sortait naturellement. D'écrivains, de poètes, de mystiques. C'était un grand lecteur. De philosophes. Et on voyait qu'il était en amitié, en fait, constante, avec une multitude d'êtres, une multitude d'écrivains qui parfois pouvaient nous sembler très éloignés de sa propre pensée. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi là, tout d'un coup, de l'entendre citer Albertine Sarrazin, donc ça ne dira pas grand-chose aujourd'hui, mais qui est quand même pas un docteur de l'Église, si je puis dire. Et il en citait exactement la phrase profonde, ce qui méritait d'être retenu et qui ouvrait à méditation
pour nous qui les entendions et qui découvrions, encore une fois, hein, j'avais 15-16 ans, donc on découvrait un monde, et un monde qui n'est pas celui des tweets d'aujourd'hui. Et tout d'un coup, on rentrait dans un boulevard grâce à Thibon, qui était un guide de lumière. Pour reprendre un peu cette expression de lumière. Je crois que cette notion de lumière reviendra souvent. Oui, c'était un homme d'une très longue mémoire culturelle, littéraire, philosophique, qu'il avait parfaitement incorporé et qui lui était vital. Il lui-même disait que chaque jour, il récitait des poèmes. Il avait cette mémoire de l'homme antique, en quelque sorte, où le poème est connaturel, quasiment, où on a envie, d'ailleurs, lui-même était poète, profondément poète. Oui. Et il a publié un recueil de poèmes, d'ailleurs. Mais même au-delà de l'écriture de la poésie. De l'écriture de la poésie. Il avait une intuition de la réalité qui me paraît tout à fait celle du poète. Et pour évoquer justement aussi cette ouverture à laquelle vous faisiez allusion, Hervé Pasqua, il chérissait Victor Hugo. Alors que Victor Hugo était aux antipodes de ce qu'il pouvait penser. Aux antipodes. Et il connaissait des milliers de vers par cœur de Victor Hugo, hein, et d'autres maintenant, mais de Victor Hugo en particulier. J'avoue qu'il ne m'a pas converti à Victor Hugo. Mais pas pour autant. Pas pour autant, non. Augustin Duclos, vous êtes évidemment beaucoup plus jeune, je suppose, je ne vais pas trop m'avancer, mais enfin, vous n'avez pas rencontré Gustave Thibon. La rencontre avec Gustave Thibon, comment s'est-elle faite chez vous? Est-ce par un biais directement spirituel? Est-ce par un biais plus philosophique? L'un n'est pas exclusif de l'autre. Qu'est-ce qu'un jeune homme d'aujourd'hui recueil de l'héritage de Gustave Thibon, ou en tout cas, dans un premier temps, pourquoi va-t-il vers Gustave Thibon? Vous avez raison de le préciser, je l'ai rencontré, mais je ne l'ai pas rencontré. Donc, bien sûr, mon âge fait que je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore adolescent, je pense comme beaucoup de lecteurs de Gustave Thibon. Mais à la fois, de même manière que lui semble avoir rencontré tous les êtres qu'il cite, j'ai l'impression de l'avoir fréquenté beaucoup plus souvent que des amis chers auxquels je ne suis pas fidèle. Donc, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je dois à la bibliothèque paternelle, qui m'a orienté vers l'échelle de Jacob, à l'époque où, dans l'adolescence, je me posais quelques questions essentielles. Et disons que les consolations que j'ai pu y trouver m'ont convaincu d'ensuite enchaîner avec sa pensée sociale. Alors, l'échelle de Jacob, je précise pour les téléspectateurs, c'est un des grands livres de Gustave Thibon, bien sûr. C'est un de ses premiers recueils d'aphorismes, exactement. J'ai ensuite enchaîné avec Diagnostic, Retour au réel, et puis globalement toute son œuvre. Et ce qui m'a vraiment frappé, et je pense que c'est peut-être là ce qui explique la grandeur, mais à la fois l'effacement du personnage, son humilité, c'est qu'il est narcisse qui est extrêmement large, et qu'il est conservateur, je pense, dans le bon sens du terme, à savoir qu'il s'attache à conserver tout ce qui est noble, tout ce qui est de valeur, quelle que soit la pensée, quelle que soit l'étiquette du penseur. Ce qui fait qu'il est capable de citer Sarrazin, il est capable, je pense qu'il a lu Simone de Beauvoir au moment où Mémoires d'une jeune fille rangée sont sorties. Une grande liberté d'esprit. Une grande liberté d'esprit. C'est un homme, je pense, foncièrement libre, et de ce qu'on peut entendre de lui, les archives ne manquent pas. C'est un homme qui est jovial, et voilà, je pense que son désespoir, ou peut-être son pessimisme, vient plutôt comme un arôme secondaire, hein, parce que c'est la saison des vendanges en ce moment, vient après cette force, je pense, qui surpasse tout, et qui fait qu'il englobe très largement, comme Victor Hugo, des univers et des personnes extrêmement différentes. Oui, le côté homme-océan de Gustave Thibon est paradoxalement homme de la terre, en quelque sorte. Il a réuni l'eau et la terre. Oui, la terre ne ment pas. Hervé Pasqua, la terre ne ment pas, et sa soif de savoir s'était un peu laissé aller l'intelligence à son naturel, c'est-à-dire à cet enracinement dans le réel. Voilà. Et donc la vérité, c'est quoi justement? C'est l'accord de l'intelligence avec le réel. La Terre ne ment pas. Alors précisément, qu'en est-il de ce fameux réalisme alors d'abord en philosophie peut-être en général, et singulièrement de Gustave Thibon? Peut-on dire qu'il est réaliste au sens philosophique? Et puis, pourriez-vous d'abord peut-être nous expliquer ce qu'est le réalisme en philosophie? Est-ce qu'on peut le rattacher à cette école-là? Bon, c'est une question difficile. Il est réaliste au sens où la réalité, la chose, résiste à la division. C'est une pensée organiciste, si on veut,
mais qui joue le rôle de l'analogie en métaphysique, en ce sens que ce qui constitue le réel, ce sont des parties constitutives qui sont reliées les unes aux autres et inséparables les unes des autres. En métaphysique, en aristotélisme, par exemple, ou dans le thomisme, on définira la réalité comme composée de matière et de forme, d'être et d'essence. Et ces éléments sont constitutifs d'une seule réalité, d'une res indivisible. Et c'est pourquoi toute sa pensée réaliste insiste sur le danger de la division, le danger de la séparation, le danger de la contradiction. Il y a chez lui une interprétation de la pesanteur et de la grâce, oui, qui consiste précisément dans cette séparation entre une pesanteur qui plonge la nature dans la division et un élan vers le haut qui est un élan unificateur. C'est comme l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre, c'est ce qui relève du quantifiable. Le quantifiable, c'est ce qui relève du mesurable et donc du divisible. Alors que l'harmonie, c'est ce qui s'élève au-dessus du divisible vers une unité. Unité toujours profonde qui se situe à un rang plus élevé que celui où les choses se dispersent. Et il y a toujours chez lui cet élan vers le haut qui permet de rassembler ce qui risquerait de se disperser définitivement. C'est un peu cela chez lui, le problème, je crois, qu'il soulève. Donc, d'un point de vue plus biographique et moins métaphysique, moins philosophique, le premier Gustave Thibon, enfin en tout cas le jeune Gustave Thibon, rencontre Jacques Maritain, rencontre la revue thomiste, rencontre les études carmélitaines, rencontre Gabriel Marcel, Marcel de Corte. C'est-à-dire qu'il est d'emblée dans un environnement spirituel catholique. C'est une inscription qui, chez lui, est fondatrice. Son catholicisme illustre vraiment le réalisme chrétien. Le christianisme est un réalisme, disait déjà Étienne Gilson. Ce réalisme se traduit dans le rapport entre la nature et la grâce. Il parle, n'est-ce pas, du surnaturalisme et du surnaturel. Le danger d'un surnaturel qui se développerait contre la nature, c'est ce qu'il appelle le surnaturalisme. Or, la nature, pour lui, est justement ce qui est incarné et qu'il s'agit de respecter. C'est le socle sur lequel la grâce vient à se poser pour transformer cette nature et l'élever ou la guérir après la chute. Donc il y a chez lui toujours cet élan qui fait qu'il y a toujours un lien à effectuer et non pas une séparation. Une séparation qui n'est pas non plus une confusion. Ouais. Et on voit chez lui vraiment cette profondeur de pensée réaliste, en ce sens qu'il ne s'éloigne jamais de ce qui unit. Et ce réalisme-là est tous azimuts, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez très bien condensé en un temps record ce qu'est le réalisme métaphysique ou spirituel ou philosophique. Mais c'est un réalisme également que l'on rencontre chez lui dans l'ordre politique, dans l'ordre temporel, dans l'ordre terrestre. Je citais donc ce titre de Gustave Thibon, on en a cité plusieurs, l'équilibre et l'harmonie, l'échelle de Jacob, retour au réel. Ce retour au réel, c'est également la prise en compte de ce qu'est véritablement une société, de ce qu'est l'organisation sociale, politique d'une nation, en l'occurrence la France. Comment peut-on, alors pour le coup, sur ce plan-là, sur le plan donc plus directement politique ou social, définir ce réalisme de Gustave Thibon, si vous en admettez le terme, enfin, de réalisme? Augustin Tourniol-Duclos. Je pense qu'il applique cette même pensée organique à sa vision politique, qui peut-être pas forcément l'aspect le plus original de sa pensée, mais qui consiste à penser que les différents membres de la société, quelle que soit d'ailleurs la classe, dans le diagnostic, il y a un des chapitres qui est consacré à la question des classes. Qu'est-ce qu'il regrette? C'est effectivement cette séparation entre les classes, entraînées par divers événements historiques sur lesquels on pourrait revenir, qui fait finalement que les membres ne se sentent plus partie d'un tout, que le bas, les membres, les mains, les yeux, la classe ouvrière, la classe artisane, ne se sentent plus liés à des chefs qui ne sont plus la tête, que le partage des risques et des devoirs n'est plus vraiment pris en compte. Et donc, en quelque sorte, que la communauté de destin, ça c'est une expression, je pense, qui lui est plus originale, n'existe plus. Voilà,
on essaye de rassembler de briques et de brocs des personnes qui ne partagent plus ces risques. Là où dans une société, je pense... Donc ça, c'est l'individualisme moderne, pourrait-on dire. Hein. On ne fait que comptabiliser des unités numériques. Exactement. Le nombre contre l'un. Et c'est effectivement ce qu'il critique. Et je pense qu'il s'attaque dans cet aspect à toutes les idéologies qui s'attaquent à diviser, que ce soit le libéralisme ou le communisme. J'ai en mémoire un des tout premiers travaux qu'il a fait, je pense, pour la revue Économie et Humanisme. C'était pour le père Jacques Leuf, qui travaillait sur les dockers de Marseille. Et un des premiers articles qu'il a consacré était pour montrer cette division artificielle entre le statut des dockers, qui ne partageaient pas du tout les mêmes risques que leur chef, et qui, conséquemment, ne ressentaient que de l'envie, là où s'ils avaient tous les deux communié un même régime typiquement social, mais pas que, de rétribution pour les aléas, la fluctuation du trafic dans le port, ils se seraient sentis partie d'un tout. Voilà. Les chefs ne participent plus des risques et les devoirs ne sont plus inégalement répartis. Donc c'est là la vraie tragédie pour lui. Je crois que le Thibon politique qu'on évoque, il faut peut-être le replacer aussi dans son époque. Oui. Là, nous avons affaire au premier Thibon, même si économie et humanisme, c'est déjà le temps de la guerre. Mais si on parle de diagnostic et retour au réel, donc c'est 1939-1940, c'est le fruit de méditations antérieures. Et il me semble que c'est quand même à replacer dans une recherche beaucoup plus partagée, beaucoup plus large. J'ai toujours été étonné que Thibon n'apparaisse pas de manière plus singulière dans les travaux qui sont consacrés ce qu'on a appelé les anticonformistes des années 30. Où typiquement, Thibon ne peut pas être attaché à une école particulière. On a beaucoup voulu faire de lui un proche de Maurras, par exemple, ou de l'Action française, ce qui n'était pas le cas, même si Maurras a pu le saluer, mais là aussi, c'est pendant... Et que Thibon admirait le Maurras poète, écrivain, Thibon admirait chez Maurras d'abord le poète, et quand Maurras le salue, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et pas tellement avant. Et voilà, donc il y a un climat de l'époque où on cherche, des intellectuels, des jeunes intellectuels très souvent, et Thibon à cette époque est un jeune intellectuel, s'insère dans cette volonté de sortir d'un regard binaire très idéologique entre le libéralisme et le communisme, tout en évitant la troisième voie qui s'impose à partir des années 30, qui est la voie fasciste et national-socialiste. Voilà, je pense qu'il serait intéressant d'essayer de replacer Thibon dans ce courant-là. Absolument. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous avez évoqué Maritain, vous avez évoqué donc cette Marcel Decors, cette communauté, j'allais dire, néo-thomiste, thomiste ou néo-thomiste. Il y a aussi chez Thibon, me semble-t-il, vraiment un lien très fort avec la mystique, où il a été très marqué par le Carmel. Oui. Par l'école du Carmel, si je puis dire, et qui n'est pas une école philosophique, là, pour le coup, mais qui est vraiment une école de la mystique chrétienne. Et, grand lecteur de Saint-Jean-de-la-Croix, de Thérèse d'Avila. On va peut-être en parler après. Il l'a opposé à Nietzsche. Voilà, tout à fait. Mais il a été tellement marqué par eux qu'il s'est quand même posé la question d'une vocation religieuse, donc il était d'ailleurs tertiaire, tout à fait, du tiers-ordre, voilà, tout à fait. Et je crois que ça, dans ce premier Thibon aussi, pour si on veut dresser un panorama trop rapide, évidemment, mais c'est important, me semble-t-il, à signaler. Absolument. Augustin Tournol-Duclos, vous voulez rajouter quelque chose dans ce... Tout à fait, je voulais abonder dans ce sens, c'est que cette pensée de la communauté qu'il élabore en fait très rapidement et avant même le régime de Vichy, qui fortuitement en fait trouve en lui effectivement une étoile montante, cherche à se l'approprier, à le décorer, ce qui refusera toute sa vie. Mais sa pensée n'a pas varié durant je pense, toute son existence. Ce qui fait que dans les grands moments de réflexion politique sur la communauté, qu'on retrouve aussi un peu plus tard, après mai 68, aux constitutions de ces communautés autonomes, les ashrams, etc., Lanza del Vasto, il se retrouve à nouveau mis sur le devant de la scène, interviewé sur des plateaux télévisés. Il connaît une seconde heure de gloire, complètement fortuitement, sans avoir varié dans son écriture. Donc je pense qu'il faut vraiment, effectivement,
relier sa pensée métaphysique à sa pensée politique, et puis surtout constituer qu'il est toujours tenu à se tenir à l'écart des systèmes, ce qui le rend assez compliqué à classer, je pense, politiquement. Il y a un royalisme foncier de Gustave Thibon. Hein. Dans ses entretiens avec Philippe Barthelet, il écrit « Je suis viscéralement royaliste ». C'est aussi une manière, même s'il n'est pas maurassien, hein, c'est au sens de l'empirisme organisateur, au sens de la doctrine et d'action française. Enfin, on ne peut pas l'associer de manière aussi mécanique à la doctrine et d'action française. Mais il y a chez lui, enfin, c'est une question que je me pose, la figure du roi n'est-elle pas la garante, précisément, d'un ordre politique et social organique à travers, pourquoi pas, très classiquement, l'image du père. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette perspective? La figure du roi, Hervé Pasqua, chez Gustave Thibon, c'est l'idée d'une unité organique qui assure à la société un ordre qui ne renie pas la liberté des individus. En ce sens, le roi, selon Thibon, est à l'opposé du tyran de Thomas Hobbes, du Léviathan, oui, pour lequel les individus doivent se soumettre sous la forme d'un contrat social qui est véritablement la négation de la condition de nature de l'homme. Il n'y a plus de nature humaine, il y a désormais une histoire humaine, une autoréalisation de l'homme par l'histoire de la société en devenir. Le tyran est là pour assurer cette histoire. Alors que dans une conception organique de la société, le roi n'est simplement que la figure de la garantie, la garantie de l'unité dans l'ordre et dans la paix. Je pense qu'il y a deux choses qui lui plaisent beaucoup dans l'idée de royauté qui ne sont pas foncièrement politiques. Il y a cette idée d'allégeance déjà, de don de soi, et c'est là qu'on retrouve le lien entre sa politique et sa mystique. Je pense que le don tout entier, il dit fréquemment qui mourrait pour le président de la République, qui mourrait pour le Premier ministre. On sent cette fougue encore du jeune royaliste, effectivement, qui gravitait autour de l'Action française, qu'il a suivi toute sa vie. Mais je pense qu'il se définissait surtout comme un anarchiste conservateur, dans le sens où ce qui lui importait, c'était qu'il y ait un minimum de lois et un maximum de liberté. Et de mœurs, comme il disait aussi. C'est vraiment le grand contraste. Hein. Tout à fait. Au plus petit niveau. Moins il y a de mœurs, plus il y a de lois. Et plus la société est évidemment étranglée et ploie sous la loi, la législation, le règlement. Mais quand il y a des mœurs, et Dieu sait qu'il les grandes demeures d'Henri Pourrat aussi. Hein, évidemment, vous n'avez pas besoin la loi ne survient que dans un état déjà de grande défaillance du corps social. Il aimait à répéter ce mot de Victor Hugo, entre la liberté et moi, il y a 20 000 lois. Ouais. Ce qui revient à dire effectivement que dans la pensée organique, chacun doit être à sa place, mais chacun a une place. Et que le plus petit niveau, il en rejoint un peu la doctrine sociale de l'Église et ce principe de subsidiarité, a un rôle à jouer qui ne doit pas être, et c'est le grand tort peut-être de l'État jacobin, qui ne doit pas lui être soustrait. Il se rattache peut-être plus à la pensée distributiste de Chesterton. Et d'Hilaire Belloc. Oui, en même temps, je ne suis pas sûr qu'on puisse le recouvrir d'une étiquette. Oui. C'est très difficile, oui. Lui, enfin, j'ai quelques mémoires en tête d'interviews auxquelles il répond. Quand on essaye de lui coller une étiquette, il peut se faire qu'il l'accepte, mais il l'entoure toujours et même d'anarchisme conservateur, je pense. Il l'entoure toujours d'explications. Il le nuance. Voilà, ce n'est absolument pas un doctrinaire. Non, c'est pas un doctrinaire, et je pense qu'il n'est pas réductible, et là-dessus, je pense qu'on sera d'accord, il n'est pas réductible à une étiquette, et je pense que c'est aussi une leçon qu'il faudrait retenir, pour le coup. C'est en ce sens, on ne peut pas dire de lui qu'il est royaliste. Je pense pas. Oui, non. voilà. Moi, en tous les cas, c'est pas le souvenir premier que j'ai de la lecture de son œuvre. Autant quand on lit Maurras, il est clair que là... Oui. C'est une profession de foi. Il lit ça à Philippe Barthelet. Enfin, moi, je crois qu'il y a chez lui, enfin, peu importe, après ce sont des considérations plus subjectives, mais un royalisme foncier, disons, mais qui n'est pas réductible, qui n'est pas soluble dans le politique. Voilà, qui excède le politique et qui peut avoir d'autres
d'autres horizons. Royalisme qui pourrait être une forme de mythe du progrès, et je pense qu'il se soustrait très bien à ce problème-là. Il rejoint d'ailleurs Simone Veil sur cet aspect. Il ne croit pas au grand soir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il prend les choses telles qu'elles sont, et en l'état, ce qui lui importe le plus, c'est que les hommes soient le plus libres possible pour atteindre leur véritable vocation. Et le système politique lui semble jamais que le système censé organiser le moindre mal. Et non pas le système de la perfection. Ça aussi, c'est une forme de grand réalisme, hein, bien sûr. Alors, je citais, on ne peut pas ne pas parler de la grande amitié avec Simone Veil, bien sûr. Hein, je l'évoquais au début de notre émission. Que peut-on en dire ? On sait que ce sont deux grandes personnalités, bien sûr, très différentes l'une et l'autre. De manière caricaturale, d'un côté, nous avons l'autodidacte du Vivarais, et de l'autre, nous avons une normalienne brillantissime, agrégée de philosophie, née dans le latin et le grec, etc. La rencontre se produit. Ils partent de présupposés très différents. Au moment où ils se rencontrent, on peut associer grossièrement Simone Veil plutôt à l'extrême gauche, disons, de manière un peu rapide. Thibon, lui, n'appartient pas du tout à cette tradition, et bon, s'il fallait le qualifier, ce serait au contraire, disons. Que peut-on dire, que peut-on retenir ? Il y a aussi évidemment la grande aventure éditoriale de La pesanteur et la grâce. Hein, que diriez-vous, vous, de manière très personnelle, de cette amitié, de ces relations de Gustave Thibon avec Simone Veil ? Peut-être faudrait-il dire, pardon, de vous Philippe couper, Maxence, Rémi, je vous en prie. Pour le cadre historique, rappeler quand même qu'ils se rencontrent à un moment important de l'histoire du pays, c'est que nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Le pays est occupé, même si c'est en zone dite libre, qu'il y a des lois anti-juives qui ont été promulguées, et que Simone Veil est juive. Donc il y a et qu'il y a ce contraste, justement, on en parlait juste il y a quelques instants, où Thibon est présenté souvent comme le penseur officiel de la Révolution nationale, et il accueille cette jeune juive avec tout le contraste que vous avez bien signalé. Voilà, je voulais juste faire oui, mais c'est très important. Ce contexte historique. Hervé Pasqua, sur cette amitié. Lui-même l'a dit, la rencontre de Simone Veil, ce fut pour lui un éblouissement. Ce fut la rencontre d'une intelligence de l'au-delà de l'intelligence, comme on l'a exprimé tout à l'heure en parlant d'un regard qui manque à la lumière. Ce fut la découverte aussi par Simone Veil, et grâce à Simone Veil, par Gustave Thibon, de ce que l'on peut appeler la mystique et de la théologie négative. Oui. C'est-à-dire un Dieu qui est un créateur, et qui, pour Gustave Thibon, est un créateur d'une réalité palpable, et jusque-là, un créateur auquel renvoie la nature comme une réalité, qu'il s'agit, qui est la terre, qui est la vérité de la terre, qui est la réalité, le créé, le réellement créé. Et il y a un éblouissement dans la mesure où, pour Simone Veil, et peut-être lui-même a-t-il été ébloui sous la forme aussi d'un aveuglement, parce que pour Simone Veil, cet au-delà du regard qui manque à la lumière, c'est aussi un au-delà de l'intelligence. C'est un au-delà du nous plotinien. C'est un au-delà dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui a développé une mystique qui pourrait être appelée une mystique aussi, qui aurait pu être interprétée comme une mystique nihiliste et négative, au sens où Simone Veil parle, par exemple, de décréation, d'un Dieu qui se vide de lui-même en créant. Ça, c'est presque le côté cathare aussi de Simone Veil. Voilà, contre lequel, je crois, a résisté Gustave, en mettant en avant toujours la nature, le réel, le retour au réel, la nécessité d'un retour au réel. Et ceci rejoint une grande question, c'est que, alors que pour Simone Veil, la création, c'est la faiblesse de Dieu, quand il va lire Nietzsche, avec les yeux de Simone Veil, en voyant dans le surhomme nietzschéen, dans la création précisément, l'homme fort.
Donc elle voit le Dieu faible dans la création, Nietzsche voit l'homme fort. Et tous les deux se rejoignent, à vrai dire. Et peut-être que Gustave Thibon en a-t-il été conscient, mais n'a pas pu peut-être complètement le formuler, même s'il a saisi poétiquement, en l'exprimant, comme par exemple ce regard qui manque la lumière. Grand titre aussi. Simone Weil et Nietzsche se rejoignent finalement dans un même héritage d'une pensée de type néoplatonicien, pour laquelle finalement ce Dieu disparaît dans le non-être de l'au-delà, n'est-ce pas, dans un au-delà qui est un non-être. Oui, un néant suressentiel. Et c'est pourquoi donc ici il y a un message de l'œuvre de Gustave Thibon pour nos contemporains. Face à la pensée des déconstructeurs aujourd'hui, la pensée de Gustave Thibon peut nous paraître révélatrice de la nécessité de redécouvrir un juste rapport entre la transcendance, un juste sens de la transcendance, qui ne soit pas négatrice de la réalité concrète. Il ne peut pas y avoir de séparation, disons, finalement, entre la nature et la grâce, entre le monde réel et sa source, quoi. Vous voyez, il y a ici, je l'ai vu, une question importante parce que je crois qu'elle pourrait nous éclairer sur ce que j'appelle aujourd'hui le néoplatonisme ou le plotinisme inversé de la pensée des déconstructeurs. Très inversé, très inversé. Au sens où il n'y a plus de retour à l'un, il n'y a plus de retour, il n'y a qu'une division, une chute dans le multiple qui n'est que chaos, différenciation, division et désespérance. Augustin Torgnol-Duclos, oui, je vous en prie. Oui, je pense que Simone Weil. Brièvement resituer un peu cette rencontre qui se passe du coup entre à peu près mai 41 et 42, donc un an passé, et je pense pour donner ce qui est peut-être une des plus grandes amitiés spirituelles et intellectuelles du XXe siècle. Une amitié stellaire, comme disait Nietzsche, puisqu'on parle de Nietzsche, qui réunit sur le plan des étoiles ceux qui sur Terre pourraient être séparés. Exactement, je pense. Les deux pans d'une montagne qui se rejoignent au sommet. On retrouve, je pense, dans leurs échanges épistolaires, à la fois ce que vous dites, M. Pasqua, et puis à la fois, je pense, évidemment, une plus grande fraternité sur leur combat et aussi sur leurs désirs. À savoir que je pense que Simone Weil, comme Gustave Thibon, se retrouvent dans leur lutte contre l'idolâtrie. Voilà. Le fond, et c'est peut-être ce qui rejoint un peu cette pensée de la décréation, qui, je pense, n'est pas si éloignée entre Thibon, qui a connu Nietzsche bien avant Simone Weil, puisqu'il a consacré son premier ouvrage à la commande de Maritain sur Klagas. Il se retrouve avant tout sur l'espace béant dont l'homme fait l'expérience en sa propre personne, et qui doit laisser béant et ne pas combler par toutes les idoles, à savoir tout ce qui ne demande qu'à prendre cette place ici-bas. Thibon disait garder la blessure ouverte. Et c'est là qu'il retrouve Simone Weil, qui en fait lutte contre toutes les idolâtries, qu'elles soient politiques ou tout bassement matérielles. Et cette grande amitié, je pense qu'elle débouche sur la pesanteur et la grâce, qu'on prend toujours pour un livre de Simone Weil. Je m'entendais encore récemment à la Grande Librairie, alors que c'est un livre de Gustave Thibon. Donc, Thibon, en quelque sorte, a offert Simone Weil au monde. Voilà. Et Simone Weil, en quelque sorte, offert Thibon lui-même, puisqu'il le dira lui-même. J'ai trouvé dans la pesanteur et la grâce beaucoup d'idées que je n'avais pas pensées, mais que j'attendais. Elle a en quelque sorte révélé à lui-même, et je pense il le disait lui-même, il n'a pas eu le temps de le remercier pour ce qu'elle a fait, mais encore aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on accentue et peut-être qu'on développe cette communication entre les deux, qu'ont commencé certains. Je pense à Emmanuel Gabellieri, un des grands spécialistes francophones de Simone Weil, qui a commencé dans les cahiers de Simone Weil dès les années 90 à tisser les convergences et les divergences entre les deux personnes. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qui reste encore à faire, et plus subtilement que de chercher dans l'enracinement, ce qui fait grossièrement appel à Gustave Thibon. Gustave Thibon, je le disais également en introduction, est aussi un écrivain. Je veux dire par là qu'il manie la langue française avec beaucoup de clarté, de limpidité. Il la manie en moraliste. C'est un héritier de ce point de vue-là, du grand XVIIe siècle français aussi. À la charnière, à la jonction de la pensée et de l'écriture et donc de la littérature, j'ai rappelé qu'il était l'auteur d'une pièce de théâtre, Vous serez comme des dieux, d'un recueil de poèmes, et Philippe Maxence rappelait qu'il était poète aussi, au-delà de ces considérations.
Thibon est un homme de l'écriture fragmentaire, de façon, là encore une fois, très générale, hein, mais il est d'emblée chez lui dans la forme brève, comme on dit. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle incidence cela a-t-il sur sa pensée? Je veux dire par là, est-ce que c'est une manière pour lui de nous signifier que toute idée systématique est par avance pulvérisée, fracassée, parce qu'elle est incapable de rendre compte de l'intégralité du réel? Que peut-on dire de l'écrivain Gustave Thibon qu'il a été aussi? Comment le percevez-vous? Oui, chaque aphorisme est un peu comme un coup de sonde en profondeur d'une pensée qui vient à lui et qui jaillit de lui dans une discontinuité apparente. Parce que dans le fond, ces aphorismes mis ensemble reconstituent une pensée unifiée et non systématique. Non systématique, mais justement, une pensée qui n'en est pas moins unifiée, profonde, et peut-être qui arrive à plus de profondeur que le système qui reste à la surface formelle d'une organisation conceptuelle qui n'atteint pas le réel, à vrai dire. Augustin Tournol-Duclos, dans ce registre. Oui, pour me dire, oui, tout à fait. Effectivement, je pense que Thibon n'est pas un homme à système, pas même pour son propre système, pour paraphraser un autre philosophe. Mais la forme aphoristique, je trouve, rend justice à une de ses qualités qui est l'humilité, à savoir qu'il ne cesse de répéter que tout a déjà été dit. Je pense qu'il ne veut pas ajouter du bruit au bruit. Il ne cesse d'être le pont entre des penseurs. On retrouve chez lui Marc Aurèle. La poésie est l'occasion perpétuelle de découvrir ses grandes amitiés. Marie-Noël, par exemple, la poétesse du XXe siècle. Vous avez tout à fait raison de rappeler. Simone Weil, qui cite fréquemment Victor Hugo, Nietzsche aussi. La forme aphoristique lui vient certainement de sa lecture nietzschéenne, je pense. Et donc, il y a ces petits effets littéraires liés à cette forme, qui est un peu l'effet alarme incendie, quoi. Vous êtes surpris, vous êtes tenu de vous présenter dans l'état où vous êtes face à la sentence, voilà, humblement, et on se retrouve tous en bas de l'immeuble à constater, à considérer la même sentence. C'est un effet, je pense, qui se prête assez bien à la lecture moderne et à la méditation. Oui, je crois que c'est un magnifique cadeau, en fait, qui est fait au lecteur. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas une pensée systématique, mais ça permet aussi au lecteur d'entrer dans cette pensée et de continuer un peu le chemin qui a été ouvert par Thibon à travers ses aphorismes. Et parfois, ça peut prendre des orientations peut-être différentes de ce qu'il a lui-même initié, mais il aura été l'initiateur, le guide, celui qui a commencé par prendre par la main son lecteur et qui lui a offert le magnifique cadeau de croire qu'il avait l'intelligence capable d'aller au-delà de ce qui était proposé par l'auteur. Moi, j'ai longtemps été, pas toujours, mais longtemps, été un grand lecteur de ces aphorismes, et ça s'élevait quasiment au rang d'une méditation, c'est-à-dire on lisait l'aphorisme, mais on ne pouvait pas passer immédiatement à l'aphorisme suivant, même si matériellement, avec le livre, c'était le cas. Ça subjuguait d'une part, tout d'abord, ça surprenait, et ça suscitait une véritable réflexion et parfois une véritable méditation. Quand je dis méditation, là, c'est quasiment au sens religieux du terme. Oui, pleinement spirituel. Oui. Voilà, pleinement spirituel. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans la lecture de ces aphorismes, c'est qu'il ne traduit pas l'ensemble, ne traduit pas une pensée fragmentée. Quand bien même, justement, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas systématique qu'elle n'est pas unifiée, profonde. Elle n'est pas fragmentée au sens où, disons, ces aphorismes seraient épars sans pouvoir les relier les uns aux autres. À un certain niveau de profondeur, ils se relient tous et conduisent à une unité de pensée. Et je crois que finalement, le fond du fond de sa pensée, c'est vraiment cette réflexion sur le statut du réel, quoi, sur l'unité organique du vivant, de la vie et de la vie de ce qui est véritablement. Et inséparé de sa source, comme vous le rappeliez, hein, bien sûr. Oui, tout à l'heure, Augustin Tournol-Duclos, vous avez donné le nom de Ludwig Klages, donc essayiste, intellectuel, philosophe allemand.
auquel Gustave Thibon a consacré un ouvrage. Je disais qu'il était évidemment un homme très enraciné dans son Vivarais. On peut songer au goût qu'il avait pour Frédéric Mistral, par exemple, de manière très significative. Il était également très ouvert à des dimensions plus européennes, donc du côté de l'Allemagne, avec Klages précisément, peut-être pourriez-vous nous en dire un mot, du côté de l'Espagne, avec Saint-Jean-de-la-Croix, avec Sainte-Thérèse d'Avila. L'Allemagne et l'Espagne ont beaucoup compté pour lui. L'Allemagne, il ne la regarde absolument pas du tout comme l'a regardé Charles Maurras, hein. C'est un tout autre regard. Ce Thibon ouvert à des dimensions européennes, que peut-on en dire? Effectivement, il était, je pense, grand germanophone et grand germanophile. Je crois que Klages lui disait qu'il espérait un jour parler aussi bien français que Thibon ne parlait allemand, sachant qu'il a appris grâce à la bibliothèque paternelle, encore à Saint-Marcel d'Ardèche. Je crois qu'il parlait aussi très bien l'espagnol, au point qu'on lui ait proposé un jour l'ambassade de Buenos Aires. Et sa réception est également internationale. À savoir que je pense que ce qui est considéré être sa thèse, donc ce travail sur Klages, sa thèse a été faite sur Thibon par un auteur québécois qui est l'abbé Lemaire, et qui montre aussi la grande réception outre-Atlantique de Gustave Thibon. Il me manque d'exemples, mais je sais qu'aux États-Unis, il était âprement commenté. Donc je pense que ça montre effectivement sa grande ouverture, la facilité avec laquelle on peut vraiment digérer sa pensée. Qui pour lui, cette absence effectivement de tout, pour le coup, de tout préjugé de sa part. Enfin, il n'avait strictement aucune œillère. Il pouvait admettre et accepter de se confronter à des pensées. Il l'a montré avec Nietzsche, il l'a montré avec, en un sens, avec Klages également, à des pensées dont il était plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné, parfois très éloigné. Sa grande œuvre inaccomplie, il le confessait à la fin de sa vie, c'est de n'avoir pas réussi à rassembler dans un seul ouvrage des pensées de différentes civilisations, de différentes époques, pour montrer qu'elles se rejoignent toutes en un point. Et on sait qu'il était très intéressé par le bouddhisme qu'a exploré Lanza del Vasto. Il a exploré aussi, Simone Weil connaissait assez bien le sanskrit, et comme son frère André Weil était sensible à l'hindouisme. Il a lu René Guénon ou pas, Gustave Thibon? Sait-on quelles sont les relations ou l'absence de relations entre Gustave Thibon et René Guénon? Je crois qu'il ignorait complètement René Guénon. Il ne s'y est pas intéressé, a priori. A priori. Alors, je voudrais que l'on dise un mot, parce que évidemment tout va très vite, hein, il nous reste très peu de temps. On a évoqué cette mystique, enfin ce sens de la mystique et de la spiritualité dont vous avez parlé en particulier, Philippe Maxence, de ce versant un peu carmélitain. Est-ce que l'on peut qualifier pour le coup la piété de Gustave Thibon? Je veux dire par là, est-ce qu'il était un homme qui a vécu d'une manière très intense dans le registre de la foi? A-t-il établi des limites avec le domaine purement intellectuel, disons purement métaphysique? Est-ce que l'on peut donner la couleur de cette... Alors, si piété peut-être un mot qui n'est pas tout à fait exact, mais la couleur de cette sagesse, disons, simplement, de manière plus simple. Et puis, très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, comment l'envisageriez-vous, cette sagesse de Gustave Thibon, si sagesse il y a, si le mot vous paraît pertinent? Je pense qu'il avait l'esprit contemplatif, une conception de la vie spirituelle qui devait se développer dans l'enracinement, une vie spirituelle enracinée. Il a, je crois, un très beau développement dans Retour au réel, quand il parle précisément du surnaturel, où il met l'accent sur le fait que c'est en développant ses propres qualités humaines, vertus humaines, que le combat chrétien peut se mener pour laisser agir une grâce qui est toujours, non pas le fruit de l'effort naturel, mais le résultat d'un don divin. Il s'agit de laisser conjuguer cette nature et cette grâce dans un combat chrétien qui ne doit pas éloigner le chrétien du réel concret, mais grâce à ce réel concret, même se servir de ce réel comme un tremplin pour s'élever intérieurement et cultiver une vie spirituelle profonde.
Philippe Maxence. Je crois que votre question demanderait, et le tournement, que de distinguer beaucoup dans l'itinéraire de Thibon, c'est-à-dire entre le Thibon d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui est touché par le Carmel, et le Thibon de la fin, qui a été traversé par des nuits de la foi, par des doutes, par des remises en cause, ou ce qui a été considéré en tous les cas par des remises en cause de l'institution ecclésiale, par quand il a parlé de l'Église comme de la pardon du terme, mais comme de la putain, ça lui a été reproché. Donc c'est très difficile en fait de faire une réponse univoque. Je pense que comme beaucoup d'hommes, beaucoup de croyants d'ailleurs, il a été traversé par des épreuves personnelles et des épreuves de la foi. Et comme c'était un écrivain et c'était un penseur, ça a eu des résonances sur l'évolution de son regard sur la foi. Sur la nudité de la foi dans ce qu'on appelle la nuit de la foi, c'est-à-dire c'est la nuit de l'âme. Cette volonté de croire tout en n'ayant plus aucune raison finalement de croire. Voilà, c'est Augustin Tourniol-Duclos, dernier mot. Je crois qu'il définissait la foi comme la noblesse de l'homme qui, dégrisé, tient ses promesses d'ivrogne. Et c'est un petit peu, je pense, son parcours, et c'est qu'il ne faut pas imaginer que Gustave Thibon a nourri sa foi dans des bibliothèques, dans une sagesse philosophe. Il a éprouvé, je pense, très bas, très loin, c'est ce qu'il dit. Il a connu une enfance, une jeunesse rimbaldienne qui l'a mené en Afrique du Nord, en Tunisie, en Libye. Il a rencontré, je pense, Dieu avant de connaître saint Thomas d'Aquin, avant de connaître Maritain. Il a une vie éprouvée. Il faut pas oublier que sa femme est morte en couche à la naissance de leur premier enfant. Sa deuxième femme ne lui a pas survécu non plus. Sa mère est morte très jeune de la grippe espagnole. Donc je pense que très tôt, il s'est formé cette foi qui consiste, comme disait Chesterton, à accompagner le Christ jusqu'à la croix et du coup parfois jusqu'au désespoir. Chesterton disait que c'est la preuve que la religion chrétienne était la bonne, c'est que notre Dieu s'est fait hâter sur la croix avec le Lama Sabachthani. Et c'était un passage qui, je pense, touchait grandement Thibon. Bien, je vous remercie, messieurs. Merci Hervé Pasqua, merci Philippe Maxence, merci Augustin Tourniol-Duclos. Avant de terminer cette émission, je signale la parution du dernier numéro de la revue Écrits de Rome, dirigée par Louis Furier. C'est le numéro de septembre, du mois de septembre 2025, le numéro 23. Vous y trouverez précisément un dossier consacré à Gustave Thibon. Merci beaucoup à tous les trois à nouveau et à très bientôt pour une prochaine émission des idées à l'endroit. Merci. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des diktats et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un leg afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un leg, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre leg, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé.